Ok, très bien. Ce que je vous propose, c'est de commencer. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Octobre Rose et Nutrition. Je me présente, Jessica Adjessaïd. Après avoir obtenu mon doctorat en sciences chimiques, j'ai intégré Medisur où je suis en charge de l'innovation. Nous proposons des autotests de santé en pharmacie ainsi que des formations pour les entreprises sur différentes thématiques liées à la santé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire Octobre Rose et Nutrition. Alors, durant ce webinaire, nous allons parler du rôle de l'alimentation dans la prévention de cancer du sein, des bons réflexes à adopter au quotidien et on va voir aussi des idées reçues autour de la nutrition et autour de ce cancer. Donc, l'objectif n'est pas de parler de régime, mais de comprendre comment manger équilibré peut devenir un allié pour notre santé et notre bien-être finalement, pour notre santé globale, je dirais. Alors, tout d'abord, nous commencerons par quelques éléments de définition et de chiffres clés pour resituer le cancer du sein. Alors, la première solution à un cancer du sein, c'est la prévention. Donc, l'objectif même de ce webinaire, donc je vais vous transmettre des astuces pour minimiser les risques de développement de cancer du sein. Je vous présenterai aussi les différentes méthodes de dépistage. Et puis, on fera la grosse partie de ce webinaire sur le rôle de la nutrition préventive pour minimiser le risque d'apparition de ce type de cancer. Alors, commençons par quelques définitions et chiffres clés. Commençons par définir qu'est-ce que Octobre Rose. Donc, Octobre Rose, on en entend parler de plus en plus. C'est une campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein qui a été créée aux États-Unis en 1985 et qui est arrivée chez nous en France en 1994. Et depuis, ce mouvement ne cesse de prendre de l'ampleur avec pour objectif d'informer et de sensibiliser les femmes sur l'importance de la détection précoce du cancer du sein. Alors, c'est les femmes qui sont focus, mais on verra par la suite que tout ce que je vais vous dire, c'est également bien à mettre en pratique pour les hommes. Et donc, Octobre Rose aussi sensibilise sur les différentes méthodes de dépistage. Donc, durant le mois d'octobre, il y a de nombreuses entreprises qui organisent des événements pour leurs salariés en France pour sensibiliser leurs salariés au dépistage, qui permet aussi de rompre les tabous sur ce cancer. Alors, avant de parler spécifiquement cancer du sein, voyons comment un cancer se développe de manière générale. Un cancer, c'est quoi? Alors, il faut savoir que notre corps est composé de milliers de milliards de cellules qui sont regroupées pour former nos tissus et nos organes. Et le cancer, c'est une maladie qui apparaît directement dans nos cellules. Donc, si on regarde à l'intérieur de chaque cellule, on trouve un noyau qui contient notre ADN, c'est-à-dire nos gènes qui sont sous forme de chromosomes. Et ces gènes fonctionnent comme un mode d'emploi. Il indique à la cellule quand se développer, comment travailler, quand se diviser et surtout quand mourir, parce que c'est normal que nos cellules meurent, qu'elles soient simplement remplacées par de nouvelles cellules qui fonctionnent bien. Donc, en temps normal, les cellules respectent ces instructions, ce qui nous permet de rester en bonne santé. Alors, je vois une question. Est-ce que la présentation a commencé? J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Si Valentin, vous pouvez vous occuper de Inès. Oui, le webi a bien commencé. Merci Valentin. Donc, du coup, pour revenir à voilà, donc nos cellules, c'est normal qu'elles meurent et qu'elles soient remplacées par de nouvelles cellules qui fonctionnent bien. Donc, en temps normal, nos cellules respectent les instructions qui sont données par notre ADN, par nos gènes, et ça nous permet de rester en bonne santé. Maintenant, parfois, notre ADN peut être endommagé ou modifié. Ça va entraîner une mutation d'un gène. Et dans ce cas-là, le gène ne joue plus correctement son rôle. Il envoie de mauvaises informations à la cellule et au lieu de fonctionner normalement, la cellule, à la place de mourir, eh bien, elle va recevoir l'ordre de se diviser, de se multiplier de manière incontrôlée. Voilà. Et donc, du coup, ces mutations que l'on peut avoir chacun de nous sur notre ADN, eh bien, il peut être dû au vieillissement naturel de notre corps, donc on va tous y passer. Ça peut être dû aussi à l'hérédité, certaines gènes qui sont transmis par la famille, on y reviendra. Ça peut être aussi l'environnement et nos habitudes de vie. Tabac,
alcool, alimentation déséquilibrée, le manque d'activité physique, la sédentarité, tout ça, l'exposition, la surexposition au soleil, tout ça, ça va aller abîmer notre ADN. Tous ces éléments, ça représente un stress finalement pour notre organisme qui peuvent aller abîmer notre ADN et faire apparaître des mutations. Alors bien sûr, on a un mécanisme de réparation de l'ADN qui, voilà, quand il y a l'ADN qui est muté, hop, notre mécanisme de réparation, comme son nom l'indique, il va réparer l'ADN et tout va bien se passer. Mais malheureusement, avec le temps, ce mécanisme de réparation, il est moins efficace. Et on a également, par la suite, un système immunitaire qui est là pour prendre le relais, qui va tuer les cellules anormales. Donc, s'il y a une cellule qui devient anormale, notre système immunitaire, il est là pour la tuer, mais parfois, ces cellules, elles sont nombreuses, où notre système immunitaire est affaibli et elles vont passer à travers les mailles du filet, à travers les barrières de notre défense du système immunitaire et elles vont se diviser d'une manière anarchique avec une croissance désordonnée. Et ça, en fait, ça va donner, donc ces cellules désordonnées sont appelées tumorales car elles s'accumulent pour former une tumeur. Alors, il existe deux types de tumeurs, les tumeurs bénignes qui ne sont pas des cancers et les tumeurs malignes qui sont des cancers. Donc, les bénignes, elles ont tendance à rester localisées à l'endroit où elles se sont formées. Elles ne se propagent pas à d'autres parties du corps. Elles ne sont pas invasives. On les surveille. On peut les traiter. Si elles gênent, on peut les enlever aussi à coups de bistouri. Et on les surveille parce qu'on ne sait jamais. Elles peuvent aussi évoluer, bien que rarement, mais elles peuvent aussi évoluer en tumeurs malignes. Et là, ce sont des tumeurs cancéreuses. Elles vont être caractérisées par une croissance incontrôlée de ces cellules. Elles vont avoir la capacité de se propager à d'autres parties du corps, envahissant les tissus et les organes voisins. Et puis, quand le cancer est diagnostiqué malheureusement tardivement, il y a une petite cellule qui va se détacher de cet amas tumoral, qui va rejoindre le circuit, la circulation sanguine pour atterrir sur d'autres parties du corps pour donner malheureusement des cancers secondaires. Et ces petites cellules, certains d'entre vous, vous connaissez déjà la réponse, ces petites cellules, c'est ce qui s'appelle des métastases. Voilà, c'est ça une métastase, c'est arrivé à un stade tardif. Il y a une petite cellule qui se détache de ça et qui va aller proliférer sur une autre partie du corps. Alors maintenant qu'on a compris comment un cancer apparaît, comment ça se traduit au niveau du sein, alors pour le comprendre, il faut connaître l'anatomie du sein. Le sein, lui, il a pour fonction de produire du lait. C'est un ensemble de glandes, de graisses et de tissus. Et chaque sein va posséder 15 à 20 lobes, donc ce qui est dessiné ici, qui vont se diviser en lobules puis en bulbes. C'est ici, dans ce lobe-là, où le lait est produit. D'accord? Donc, le lait, il est produit dans ces lobes-là et ensuite, il va être collecté par des canaux galactophores qui ramènent le lait au mamelon pour pouvoir nourrir le bébé. Et donc, le mamelon, lui, il est situé au centre d'une zone pigmentée qui s'appelle l'aréole. Donc, la plus grande partie du sein est constituée de tissus graisseux, de gras, qui comblent l'espace situé entre les différentes structures pour protéger ces structures-là, parce qu'elles sont très importantes, c'est elles qui vont produire le lait, et pour donner aussi une forme au sein. Donc, où prend naissance le cancer du sein dans notre anatomie? Eh bien, si cette cellule qui finalement ne peut pas mourir et qui est devenue immortelle et qui continue de se diviser et de se diviser encore, si cette cellule, elle prend naissance au niveau des canaux galactophores, eh bien, ça s'appelle un cancer canalaire, ce qui représente 80 à 90% des cancers du sein. Donc, voilà, en règle générale, c'est une cellule qui a pris place ici. Maintenant, si c'est dans le lobe, là où il y a la production du lait, ça s'appelle des cancers lobulaires, ce qui représente 10% des cancers du sein. Et puis après, il existe aussi d'autres types de cancers qui présentent un aspect inflammatoire où là, on va avoir un dégagement de chaleur du sein. Et donc là, en fait, ce sont les petites cellules cancéreuses qui vont bloquer
les vaisseaux lymphatiques. Donc, c'est là où il y a la lymphe qui coule. Et donc, du coup, ça va bloquer en fait tous ces vaisseaux. Et du coup, ça va enfler. Voilà, c'est l'inflammation. On va avoir un sein un peu plus gros. Bien que rares, ils sont souvent une forme agressive parce qu'ils se développent rapidement par rapport au canalaire ou au lobulaire. Mais quoi qu'il en soit, ils ont tous un point commun. Il est possible de les diagnostiquer avant que leur évolution soit trop avancée. Et du coup, le fait de les diagnostiquer plus tôt, le traitement en sera moins lourd, d'autant plus efficace et on sera moins fatigué également. D'où l'intérêt de ne pas faire l'autruche et de voir s'il y a un truc qui ne va pas, de prendre rendez-vous directement chez son professionnel de santé. Alors, je vous pose une question. Valentin, je pense que vous allez devoir faire le relais pour me dire la réponse des participants. Selon vous, chez la femme, le cancer du sein, c'est le cancer c'est le premier cancer, le deuxième cancer ou le troisième cancer le plus fréquent? À votre avis, j'imagine que beaucoup d'entre vous doivent dire premier. Alors, on me demande de relancer le partage. Alors, le temps que vous répondez à cette question, je vais enlever, arrêter le partage et je vais remettre le partage. Tac. Non, là, c'est ma caméra. Veuillez m'excuser. Partager l'écran. Et je repartage mon écran avec ma petite question sur Octobre Rose. Voilà. Donc, vous avez, beaucoup d'entre vous ont la bonne réponse. C'est effectivement le premier cancer le plus fréquent. Alors, c'est à la fois le cancer le plus fréquent, mais également le plus meurtrier. Okay ? Chaque année, plus de 60 000 femmes sont touchées par le cancer du sein et il y a 12 000 décès qui sont enregistrés chaque année. Pour info, le deuxième cancer, ça va être celui des poumons avec 10 000 décès. Et le troisième, c'est le cancer colorectal avec 8 000 décès. Ça, c'est juste pour information. Et donc, il faut savoir que ces 12 000 décès, si on était tous sensibilisés et si on adoptait une hygiène de vie convenable, de ces 12 000 décès, on pourrait réduire ce chiffre-là à 3 000 voire 4 000 décès. D'où l'importance de la prévention dans ce type de cancer. Autre question, avant de continuer, à votre avis, une femme sur 8, une femme sur 10 ou une femme sur 12 sera touchée par un cancer du sein dans sa vie? À votre avis? Valentin, n'hésite pas à me dire ce que répondent les participants parce que je n'ai pas de, je vois pas la réponse. Alors, vous êtes nombreux. Une majorité, 1 sur 8. Merci Valentin. Et donc, la majorité d'entre vous ont raison, vous connaissez bien le sujet. Une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie. Donc, c'est énorme en fait quand on se rend compte une femme sur 8 qui développe un cancer. Donc, il est primordial de comprendre comment le cancer se développe pour mieux le prévenir. Et on a tout intérêt du coup de ne pas faire l'autruche et de le dépister au plus tôt. Car dépister, le cancer du sein a un très bon pronostic, 99%, la survie à 5 ans pour un cancer du sein détecté à un stade précoce. Donc, c'est énorme. Donc, on a tout intérêt à prendre du temps pour soi pour aller faire les dépistages pour détecter au plus tôt. Versus 26% malheureusement quand là, il y a la présence de ces métastases. Vous savez, cette petite cellule qui va se détacher pour aller coloniser d'autres parties du corps. Donc, la prévention, on le comprend bien, c'est un levier majeur pour réduire les risques de développer un cancer du sein. Si je vous pose la question qui est concernée par le cancer du sein, les hommes, les femmes, les deux, Valentin, peux-tu me faire un topo des réponses, s'il te plaît? Alors, généralement, il y a beaucoup d'entre nous au début qui répondent les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Valentin, ai-je un retour? Je vous donne la réponse. Ah ben voilà, Valentin vient de me dire qu'il y a une majorité de les deux. Et effectivement, vous avez raison, les deux. Alors, même si 90% des cas sont féminins, 1% se déclare chez l'homme. Du coup, c'est très peu connu chez l'homme. Le cancer du sein masculin, c'est pas quelque chose qu'on va entendre régulièrement dans notre entourage par rapport au cancer du sein féminin. Donc, généralement,
il est moins connu, diagnostiqué plus tardivement, et donc du coup, les chances de survie s'amoindrissent parce que les hommes ne sont pas sensibilisés à ce type d'anomalie qu'ils pourraient avoir au niveau de leur glande mammaire, parce que les hommes ont une glande mammaire. Donc voilà. Donc les mesures de prévention que nous allons voir ici s'appliquent pour tous, peu importe le sexe. Alors, un des moyens de prévenir le développement du cancer du sein, c'est d'en connaître les principaux facteurs de risque. D'accord? Donc, au niveau de l'âge, certes, plus notre temps passe de corps sur cette terre, plus notre corps est soumis à des toxines. Et ces toxines, du coup, vont aller abîmer notre ADN. Vont aller oxyder notre ADN. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut prendre des antioxydants dans les fruits et légumes, là, voilà, pour lutter contre les toxines qui peuvent nous toucher au quotidien. Mais ça, on y reviendra. Donc là, je vois une nouvelle question. Une nouvelle question de Muriel, peut-être moins de cas connus, mais de plus en plus de communication grâce à vous. Oui, effectivement, merci Muriel pour ce commentaire. Donc, du coup, pour revenir à l'âge, forcément que plus on passe du temps sur cette terre et plus on va être, voilà, ces toxines vont abîmer notre ADN. Je vous ai dit qu'on avait un super mécanisme de réparation de l'ADN, mais avec l'âge, il est de moins en moins efficace. Et notre système immunitaire aussi, avec l'âge, devient de moins en moins efficace. Donc, forcément, l'âge, c'est un des facteurs de risque, comme pour de nombreux cancers. Hein. Et la question spécialement spécifiquement pour le cancer du sein, il y a 80% des cancers du sein qui se déclarent après 50 ans. Mais attention, le cancer du sein peut toucher à tout âge. Environ 10% des cas de cancer du sein se manifestent chez les femmes âgées de moins de 35 ans. D'accord? Alors oui, on peut être sportive, on peut être jeune, on peut manger de manière équilibrée et pourtant avoir un cancer. Donc certes, c'est plus rare, ça peut arriver, mais voilà. Donc vous allez voir que on va voir un examen qui est l'auto-examen de la poitrine. C'est pas à partir de 50 ans qu'on fait cet examen, c'est dès le plus jeune âge, à partir de 20-25 ans. Mais j'en reparlerai par la suite parce que du coup, les cancers du sein peuvent toucher à tout âge. Ensuite, on a la prédisposition génétique, la transmission de certains gènes qui sont mutés, qui ont été identifiés comme étant favorisant l'apparition du cancer du sein. Donc, les deux gènes, c'est BRCA1 et BRCA2. Alors, pourquoi BRCA? Parce que c'est Breast Cancer, cancer du sein en anglais. Et donc, ces gènes-là, ils sont impliqués à la réparation des lésions de l'ADN. Donc, on comprend bien que si ces gènes-là sont mutés, eh bien, ils ne vont pas aussi bien fonctionner que normalement. Et donc, du coup, ils vont moins bien réparer les lésions de l'ADN que notre ADN subit de la pollution, de la surexposition au soleil, d'une mauvaise hygiène alimentaire, etc. Et donc, il est aussi important d'évoquer avec sa famille, de connaître l'histoire familiale, de savoir si dans la famille il y a eu des cancers, sujet qui peut être tabou, mais ça peut être très important pour vous de savoir si la grand-mère, la tante, la mère a été touchée par un cancer du sein, pour pouvoir aller échanger avec son gynécologue en disant voilà, dans la famille, il y a eu plusieurs cas. Et là, le gynécologue, il va peut-être vous proposer selon selon vos caractéristiques, ça peut peut-être déboucher sur des tests génétiques pour savoir si vous avez ces gènes-là. Alors attention, c'est pas parce qu'une femme a ces gènes-là qui sont mutés qu'elle va forcément déclencher un cancer du sein. Non, c'est pas ça. Mais si dans la famille il y a, et en plus on a ces gènes-là, on peut prendre des mesures pour éviter, pour minimiser le risque d'apparition du cancer du sein. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Angelina Jolie. Sa grand-mère a eu un cancer du sein, sa mère est morte à 56 ans et d'un cancer du sein. Et donc, du coup, elle a décidé à l'âge de 38 ans, elle n'avait même pas 40 ans, de faire une mastectomie prophylactique. Alors, c'est quoi? C'est une ablation des seins préventive, alors qu'elle n'avait pas de cancer du sein, elle a décidé de faire une ablation préventive, suivie d'une superbe chirurgie reconstructrice, ça on n'en doute pas, mais voilà, pour minimiser le risque d'apparition. Les antécédents personnels, malheureusement, si vous avez déjà eu un cancer du sein, il y a 8 à 10 fois plus de risques après de faire une récidive. Mais ça, généralement, les femmes qui sont sensibilisées,
elles le savent et elles sont d'autant plus suivies. Alors, je vois que vous avez beaucoup de questions. Ce qu'on peut faire, c'est que comme vous êtes nombreuses à poser les questions, on va se faire le temps questions-réponses à la fin parce que sinon, je ne vais pas réussir à répondre à toutes vos questions et j'ai peur d'en oublier quelques-unes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ici sur le module questions et j'y répondrai à la fin. Donc, voilà, les antécédents personnels. Ensuite, il y a les facteurs hormonaux et reproductifs. Donc ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'exposition à nos hormones. Nous, en tant que femmes, nous produisons des oestrogènes et des progestérones de manière cyclique en fonction de nos règles. Donc, ce qui a été montré, c'était cette fluctuation, cette variation de production de ces deux hormones ont un impact sur le cancer du sein, peuvent favoriser le cancer du sein. Donc, ça veut dire que si on a une règle très tôt et une ménopause très tard, c'est que dans notre vie, on en a vu des cycles de variation de ces hormones oestrogènes et progestérone. Et donc, du coup, c'est une étude qui a été montrée, qui a été faite sur plus de 40 000 personnes, pour dire ça, sur 40 000 femmes, qui ont montré que plus on est exposé, plus cette fenêtre d'exposition est grande à ces hormones et plus les risques sont élevés. Tout comme le fait, par exemple, de prendre de la pilule, une pilule contraceptive. Peut-être qu'il y en a l'une d'entre vous qui pose la question. Ben, sachez que la pilule contraceptive, il y a une étude britannique qui a été publiée en 2023 qui montre que oui, la contraception hormonale, que ce soit pilule, stérilet, implant ou injection, à partir du moment où il y a des hormones, eh bien, il y a un risque accru de cancer du sein, à peu près de 20 à 30%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on arrête, 10 ans après avoir arrêté cette contraception hormonale, on redevient à risque comme la population normale. Mais ça, il faut le savoir pour bien choisir son moyen de protection. C'est-à-dire que si dans la famille, il y a des antécédents de cancer, n'allez pas mettre un stérilet hormonal. Vous voyez, ça c'est une discussion que vous allez avoir avec votre gynécologue pour minimiser un peu les risques. Et puis après, le tabac, on le présente plus. On sait très bien que le tabac, c'est mauvais pour la santé. Très facile à dire, plus difficile d'arrêter, plus difficile de rentrer dans une démarche de sevrage tabagique. Plus de 10 à 40% de risque pour développer une tumeur maligne. Là, je ne peux que vous encourager bien, à essayer d'arrêter voilà. De toute façon, pour aboutir au succès, qui n'a qu'un enchaînement d'échecs. Voilà, pour le tabac, vous pouvez être accompagné aussi. Vous pouvez aller voir vos médecins traitants qui vous donnent les contacts pour être accompagné, pour arrêter de fumer. Parce que ça n'impacte pas que sur le cancer du sein, mais sur la santé de manière générale. Alors maintenant, on va voir les 4 actions simples pour prévenir le cancer du sein. Peut-être que même, là, je vois des questions avec des petites boules qu'on sent dans le sein, notamment en période de cycle. Alors ça, par exemple, ces petits kystes, ça, vous n'avez pas… Allez consulter, je vous dis, si vous sentez des petites boules qui apparaissent, qui disparaissent, allez consulter. Généralement, c'est hormonal, c'est rien de grave. C'est des petits kystes qui vont, voilà, les lobes qui vont s'enfler, qui vont diminuer. Allez voir votre gynéco, mais c'est pas un cancer. Mais on va voir les différents signes les différents symptômes qui vont vous mettre la puce à l'oreille, voilà. Donc comme là je vois des questions sur la pilule en prise continue. Pareil, ça aussi, c'est montré que ça augmente le risque de cancer du sein. Mais à partir du moment où vous l'arrêtez, 10 ans après, vous retombez dans la population normale. Donc, première action à faire, c'est indispensable se faire dépister. Pourquoi? Parce qu'au début de ce cancer, il n'y a pas ou peu de signes cliniques. On verra que parfois, il y a des boules qui peuvent apparaître, qui peuvent montrer, mais en règle générale, il n'y a pas de signes cliniques. Et donc, il faut se faire examiner par un professionnel de santé tous les ans, par un gynécologue tous les ans. C'est un rendez-vous de prévention. C'est pas grave qu'on met 6 mois à obtenir son rendez-vous. Il faut juste réussir à bien s'organiser pour prendre ce rendez-vous qui est juste un rendez-vous de prévention. Après, si vous êtes en bonne santé, vous pouvez faire une année gynéco, une année sage-femme.
Voilà, par exemple. Ensuite, il faut savoir que pour les plus de 50 ans, l'État a mis en place un dépistage organisé pour les femmes entre 50 et 74 ans pour réaliser une mammographie. La mammographie, c'est l'examen de référence pour les plus de 40 ans, je dirais. Avant 40 ans, on évite d'en faire, on fait plutôt des échographies. Mais après 40 ans, on fait, voilà, on met le sein qui est compressé dans une machine. Et la compression du sein dans la machine, bah, ça permet d'avoir des clichés de qualité pour bien voir s'il y a une anomalie ou pas. Donc, la mammographie, donc c'est entre 50 et 74 ans. Il est même question, là, il y a la Haute Autorité de Santé qui se penche dessus pour le faire dès 45 ans, parce qu'ils trouvent qu'il y a une importance, que c'est plus, qu'il y aurait plus de sens de l'appliquer dès 45 ans. Quoi qu'il en soit, si vous faites votre rendez-vous individuel, que vous ayez 30 ans, 35, 40 ans, vous pouvez accéder à des échographies s'il y a eu des antécédents dans la famille, ou même des mammographies. On peut faire une mammographie à 35 ans s'il y a eu des antécédents dans la famille, ou s'il y a un truc suspect que l'échographie ne suffit pas à éclaircir. Donc, mais pour cela, il faut prendre rendez-vous chez son gynécologue. Et je vois quand on a une petite poitrine, le déroulement de l'examen, c'est le même. Oui, quand vous allez chez votre gynécologue, le gynécologue va vous faire un examen clinique, il va vous faire la palpation des seins, que vous ayez une grosse poitrine ou une petite poitrine, ça revient au même. La mammographie, pareil, le sein sera également comprimé entre ces deux plaques pour obtenir une qualité de cliché. Alors ensuite, deuxième action, c'est échanger avec la famille. Ça, je vous l'ai déjà dit parce qu'un des facteurs de risque, c'est l'hérédité. Donc, échanger avec votre famille. Comme ça, vous allez pouvoir échanger, vous, avec votre professionnel de santé et il pourra individualiser vos examens. Par exemple, je suis allée à 30 ans chez le gynécologue, il ne m'a pas prescrit d'échographie ou de mammographie. En revanche, ma copine qui, elle, a une mère qui a eu un cancer du sein, quand elle est allée à 30 ans, elle a eu droit à une échographie. Parce qu'ils le prennent en compte tout ça. Donc, il faut échanger vraiment sur son histoire, l'histoire familiale. Ensuite, troisième action que l'on va voir par la suite, qui est l'auto-examen. Donc, je ne m'attarde pas dessus puisqu'on va le voir en détail dans la slide d'après. Et puis ensuite, quatrième partie, l'hygiène de vie. Ça va être la nutrition. Et ça, c'est la grosse partie c'est la deuxième partie de notre webinaire. Alors, l'auto-examen, très important, à faire dès l'âge de 20 ans. Pourquoi ? C'est pas pour découvrir un cancer dès l'âge de 20 ans, on est bien d'accord, mais c'est pour apprendre à connaître son corps, ok ? Et donc, du coup, pour voir le jour où il y a une anomalie qui apparaisse, et bien qu'on puisse réagir d'autant plus vite. Une fois par mois, à faire, une semaine après les menstruations. Pourquoi ? Parce que certaines d'entre nous, après les menstruations, les seins peuvent être plus gonflés, peuvent être douloureux. Pour certaines, on est toutes différentes, donc on va tous avoir nos petits symptômes à nous. Et donc, on préconise justement de le faire une semaine après les menstruations parce que c'est cette période-là où les seins vont être moins gonflés ou vont être moins douloureux. Voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. Et pour les femmes ménopausées, premier jour du mois, c'est simplement un repère temporel, simplement. Alors, comment on fait un examen de la poitrine ? On va se mettre devant son miroir et on va observer ses seins, ok ? Et donc, les messieurs, vous pouvez aussi faire cet exercice-là, hein, parce que s'il y a une boule qui apparaît, ben, c'est cet exercice-là qui va vous permettre de voir qu'il y a une anomalie. Si vous voyez une asymétrie ou une anomalie au niveau de la peau, une apparition de rougeur, par exemple, ou un épaississement de la peau, voire le mamelon qui se rétracte, une grosseur au niveau de l'aisselle, ça peut être un ganglion. Alors, les ganglions lymphatiques, c'est le siège de notre système immunitaire. Quand on a un simple rhume, ces ganglions-là, ils peuvent être enflés, d'accord ? Parce que c'est notre système immunitaire qui réagit pour combattre l'infection. Maintenant, si 3 semaines après votre rhume, vous avez toujours le ganglion qui est enflé, ça doit vous alerter. Donc, vous allez voir votre médecin traitant parce que c'est le plus rapide. Et puis, vous pouvez très bien envoyer un mail à votre gynécologue en disant « j'ai tel symptôme qui vient d'apparaître ». Et la gynécologue, par mail, va vous prendre en urgence, d'accord ?
vous n'allez pas attendre ce rendez-vous de 6 mois de prévention, de ce délai d'attente. Donc, entre 1 semaine et 15 jours, elle vous prend en charge et surtout, elle vous envoie par mail l'échographie que vous devez faire, la mammographie si vous devez en faire une, histoire que quand vous allez la voir, vous avez déjà toutes les informations pour qu'elle puisse se juger de ce qu'il y a à faire par la suite. Et donc, ça peut être aussi une apparition de fossettes. Ou dans les cas le plus rares, on peut avoir aussi des écoulements dans le mamelon. Ça peut être du sang, ça peut être du pus, voilà. Et après, l'apparition d'une boule. Alors, il y a plusieurs questions sur les boules. Le fait d'avoir une boule, c'est en règle générale, c'est rien, d'accord? Mais il faut que vous soyez sensibilisés, que vous allez quand même voir votre professionnel de santé pour la montrer cette boule et qu'il puisse faire une échographie. Moi-même, ça m'est arrivé. Je suis allée, donc du coup, j'ai envoyé mon mail à mon gynéco. Ma gynéco, elle m'a envoyé toutes ses ordonnances. Elle m'a pris en moins d'1 semaine et demie. Et quand je suis allée faire ça, finalement, c'était rien. C'était juste une boule, c'était juste un nodule qui n'était pas cancérigène. Mais c'est bien d'aller et de faire le diagnostic que la boule, c'est pas grave. Et sur 1000 cas, pour 997 cas, ça sera rien, ça sera anodin. Mais il faut le faire, que vous ne soyez pas dans les 3%, dans les 3 pour 1000 qui restent, quoi. Ensuite, donc vous avez cet examen visuel et puis ensuite, vous pouvez prendre, vous allez faire des gestes d'autopalpation. Donc, vous prenez vos 3 doigts sur… et donc, oui, pour une petite poitrine, ça sera exactement pareil le déroulement de l'examen. Vous prenez vos 3 doigts, la pulpe de vos doigts. Alors là, je vous montre, j'ai un faux sein ici. Et donc, en fait, premier mouvement, vous allez faire des gestes circulaires tout autour du mamelon sur le sein, d'accord? Donc, comme vous montre ici la photo, retenez des petits mouvements circulaires. Après, ça peut être des mouvements circulaires tout autour du mamelon dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On n'oublie pas d'aller checker sous les aisselles et sous la clavicule, parce que sous la clavicule, il y a aussi des ganglions lymphatiques qui peuvent aussi grossir et signifier qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ensuite, on peut aussi faire ce mouvement, ce motif de haut en bas, voilà. Alors, le but du jeu, c'est d'essayer de palper l'entièreté de son sein. Quand on a une petite ou une grande poitrine, c'est pareil. Vous le faites en position debout ou allongé. Enfin, et allongé, vous faites les deux. Debout et allongé, parce que allongé, du coup, il y a la matière grasse qui va être plus étalée et vous allez sentir peut-être des choses plus facilement. On n'oublie pas, alors oui, je vous ai mis une petite photo de grenade ici, ça me fait, comme ça je m'en souviens. C'est pour vous dire, la première fois que vous allez faire l'autopalpation, n'ayez pas peur, vous allez sentir vos lobes qui ressemblent à comme de la grenade, à des petits granulés, tout ça. Donc voilà. Et là, je vois une question, je ne comprends pas la symétrie. Alors, l'asymétrie, je reviens précédemment, l'asymétrie, c'est quand on a tous des poitrines légèrement asymétriques, mais quand cette asymétrique prend de l'ampleur, vous pouvez, c'est là où il faut vous faire du souci, d'accord? C'est là quand l'asymétrie prend de l'ampleur qu'il faut faire du souci. Donc, quand j'ai dit debout, ça peut être debout ou assis, hein, je vois des commentaires. Donc, c'est soit debout ou assis, mais le but, c'est que les seins épousent la gravité. Enfin, voilà. Et ensuite, vous allongez pour faire ce geste-là. Et puis, geste ultra important qu'on oublie quand on fait l'autopalpation, c'est de faire un C avec sa main et d'aller pincer son mamelon. C'est pour ça qu'on vous le dit de le faire 1 semaine après les menstruations, parce que ça peut être inconfortable, comme une mammographie finalement, ça fait pas mal, c'est juste inconfortable. Et donc, vous allez appuyer ici pour voir s'il n'y a pas un écoulement, que ce soit du sang, du mamelon, un écoulement au niveau du sein. Donc, forcément, si vous êtes enceinte, pas enceinte, mais si vous donnez à manger à votre bébé, que vous l'allaitez, forcément que si vous pressez, vous sortez du lait. Hein. Ça, on m'a déjà posé la question, mais je suis enceinte, ça. Donc, bon, c'est pas… je veux dire, ça, c'est au quotidien. Quand on n'allaite pas, on fait ça pour vérifier la couleur s'il y a un écoulement ou pas. Et puis, vous vous installez une alarme pour vous rappeler que tous les mois, vous devez vous le faire. Faire l'autopalpation par mois.
et une application, et sinon il y a une application qui est disponible sur le Apple Store, Keep a Breast, qui vous permet de vous retrouver avec de vous remémorer les gestes pour vous aider à faire l'autopalpation. Alors, j'ai un commentaire de Nathalie. Pour l'auto-examen, on ne voit ou sent rien parfois, bien que le cancer était là. Alors oui, vous avez raison. C'est pour ça aussi qu'on préconise de faire l'auto-examen le plus jeune possible, parce que nos seins, ils évoluent au cours de notre vie. Donc, on va suivre l'évolution de nos seins. Et c'est plus facile pour une femme qui fait ça quotidiennement de de sentir une anomalie. Et justement, pour bien sentir une petite anomalie qui vient d'apparaître, il existe un coussinet d'autopalpation qui est présenté ici. Je l'ai moi-même ici avec moi, qui permet d'affiner le toucher, la sensation en fait du toucher. Donc, je vous le présente ici. On peut le trouver en pharmacie ou sur Internet. Et donc, on va poser ce coussinet-là sur le sein et on va faire des mouvements circulaires. Et le fait que donc en fait, ce dispositif médical, c'est deux feuilles dans lesquelles il y a un gel à l'intérieur. Et donc, le fait de pouvoir glisser les doigts et la couche intérieure ne bouge pas, eh bien, c'est ça qui va révéler les anomalies, qui va facilement révéler les anomalies. Parce que quand on touche les doigts sur la peau, eh bien, on va sentir la friction, la chaleur des doigts sur la peau. Et donc, ça va enlever ça et ça va faciliter, du coup, la sensation. Avec ça, on va pouvoir découvrir des anomalies qui font 6 mm, par exemple. Alors que, en gros, un gynécologue, il arrive à toucher à 3 mm. Nous, quand on est un public sensibilisé et qu'on fait l'autopalpation, on peut toucher du 6 à 9 mm en gros. Et puis ce dispositif-là, ça permet de tendre plus vers le 6 mm, de découvrir l'anomalie le plus tôt. Donc, c'est quelque chose que je pense que… et puis le fait de l'avoir à la maison aussi, ça permet aussi d'y penser quand on le voit, on se dit je vais faire l'autopalpation. Allez, on passe sur la nutrition, sur cette seconde partie, la nutrition préventive. Alors, je commence par une question. À votre avis, quel est le pourcentage de cancer causé par l'exposition à des facteurs de risque évitables? À votre avis, 20%, 40%, 60%? Je vous laisse répondre. Et la bonne réponse, alors il y a certaines personnes d'entre vous qui ont la bonne réponse, c'est bien 40%. 40% des cancers qui sont causés à cause, voilà, je vois une majorité de 40 ou de 60, ceux qui ont dit 40, vous avez la bonne réponse. Qu'est-ce qu'on dit des facteurs de risque évitables? Ça va être tabac, alcool, mauvaise alimentation, sédentarité, surexposition aux UV du soleil, aux UV artificiels, la pollution. Voilà, tout ça, c'est des trucs qu'on pourrait plus ou moins éviter, et donc ça constitue dans les 40%. Maintenant, parmi ces 40%, il y a 20 à 25% qui sont dus à des facteurs nutritionnels. Et donc nous, là, tout ce qu'on va voir par la suite, c'est pour justement minimiser ce pourcentage-là. Donc voilà, boissons alcoolisées, alimentation déséquilibrée, surpoids, obésité, sédentarité, tout ça, ce sont des… voilà, ça ressort de l'hygiène de vie, et si on prend plus soin de son hygiène de vie, on peut minimiser ce risque-là. Le fait de ne pas avoir allaité aussi, parce qu'en fait, ce qui se passe lors du processus de lactation, quand on va produire du lait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos glandes mammaires, elles vont être immatures jusqu'au jour où on va produire du lait. Une glande mammaire immature, ça veut dire qu'il y a des cellules qui composent cette glande qui sont fragiles, qui sont pas stables. Et ce qui va se passer quand on va avoir une mise en production du lait, c'est qu'on va avoir un écrémage. Toutes les cellules qui sont défectueuses, qui sont abîmées, elles vont être toutes tuées et elles vont être remplacées par de nouvelles cellules qui vont produire du lait, qui vont être au top de leur forme pour produire du lait. Et donc, c'est pour ça que les femmes qui ont un allaité ont un risque moindre de développer un cancer du sein.
Donc, on repart sur la nutrition préventive. Alors, donc on comprend que 25% des cancers sont évitables, excusez-moi, en adoptant une nutrition qui est correcte. Et donc, c'est ici que rentre en jeu cette notion de nutrition préventive qui, par définition, la nutrition préventive, elle est au service de l'humain afin de lui permettre de vivre longtemps, mais surtout en bonne santé, pour que l'espérance de vie en bonne santé se rapproche de l'espérance de vie théorique. Donc, par exemple, pour les femmes, c'est 67 ans quand on est en bonne santé. Et puis ensuite, en moyenne, on meurt à 85 ans. Donc, ça fait 77, 77, 87, ça fait à peu près 17 ans où on va vivre, mais on ne va pas être en super bonne santé. Donc là, le but du jeu de la nutrition préventive, eh bien, c'est voilà, de vivre pas forcément plus longtemps, mais de vivre en meilleure santé jusqu'à atteindre l'espérance de vie théorique. Et donc, du coup, quelle est la proportion donc là, j'enclenche avec cette question. Quelle est la proportion d'adultes consommant trop de viande rouge et charcuterie en France? 2 adultes sur 10, 4 adultes sur 10 ou 6 adultes sur 10? Alors là, j'ai vu une question. Est-ce qu'exposer sa poitrine au soleil avec une protection forte favorise le cancer du sein? Eh bien non, vous allez favoriser le cancer de la peau, mais pas le cancer du sein. Voilà, c'était donc faites très attention. Là, on ne parle pas de cancer de la peau, mais si vous êtes surexposé au soleil, mettez de la crème solaire pour vous protéger des rayons UV qui vont abîmer votre ADN au niveau cutané. Alors, Valentin, est-ce que tu peux me dire, tac, en majorité 6 sur 10, eh bien, ceux qui ont répondu 4 sur 10, vous avez la bonne réponse. Donc, il y a 4 adultes sur 10 qui consomment trop de viande rouge et de charcuterie en France. Donc, effectivement, ce sont 2 facteurs de risque, viande rouge, charcuterie, avec l'alcool, la surcharge pondérale et les aliments transformés. Ce sont des facteurs de risque et on peut agir dessus. Et donc là, je vais vous dire pourquoi chacun d'entre eux impacte ce risque-là. Alors, l'alcool, la consommation d'alcool, même en faible quantité, augmente le risque de cancer du sein. Il y a une étude qui est sortie en novembre 2024 qui montre que, donc c'est une méta-analyse qui regroupe le résultat de plusieurs études scientifiques, qui a montré qu'un verre d'alcool par jour augmente de 10% le risque de cancer du sein. Et ce risque augmente proportionnellement avec la quantité d'alcool consommée. Et donc, il y a 2 raisons qui peuvent expliquer ce risque. C'est que l'alcool pourrait faire augmenter le taux d'oestrogène. Donc, l'oestrogène, c'est une hormone féminine que nous, les femmes, nous produisons de manière cyclique à partir du moment où nous avons nos règles jusqu'à la ménopause. Et donc, le fait d'augmenter cette production d'oestrogène, c'est une hormone qui est associée au cancer du sein, donc ça pourrait augmenter le risque. Il y a aussi cette hypothèse que avec l'alcool, on a tendance à moins absorber nos éléments nutritifs essentiels qui protègent contre les lésions cellulaires, comme la vitamine B9, qui est l'acide folique, la vitamine A, la vitamine C, tout ça. Et donc, malgré tout, Santé publique France recommande de limiter sa consommation d'alcool à une consommation de 2 verres par jour au maximum et pas tous les jours, avec 2 jours sans alcool, mais on doit tendre vers le 0 consommation. D'accord? Santé publique France est encore trop généreux sur la consommation d'alcool. Et donc, plus le temps passe, plus les études sortent sur le fait qu'on devrait, l'alcool, c'est occasionnel et ça doit le rester. Ensuite, on va avoir la surcharge pondérale. Alors, c'est surtout les cellules graisseuses qu'on appelle des adipocytes qui vont se retrouver sur notre ventre. Et bien, celles-là, elles vont avoir plusieurs effets sur notre corps et ces cellules graisseuses, elles ne sont pas là que pour stocker de l'énergie sous forme de lipides ou de triglycérides, mais ça va être aussi, elles vont produire des oestrogènes. Et voilà, les oestrogènes, c'est encore un lien avec le risque de cancer du sein. Donc, ça pourrait expliquer. Et chez la femme ménopausée, il y a des études qui montrent que le risque de surpoids est d'autant plus élevé pour le cancer du sein. Donc, il faut faire attention à ne pas se retrouver en surcharge pondérale.
La viande rouge, je vous en avais parlé, pas plus de 500 grammes dans la semaine. Notez-le, ça, pas plus de 500 grammes, pas plus de 5 steaks hachés. Alors, la viande rouge, ça peut être du bœuf, du veau, du porc, de l'agneau, du mouton, du cheval, etc. Qui soit haché, congelé. Quand, voilà, généralement, il est consommé cuit, mais ça peut être sous forme de carpaccio aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, pas plus de 500 grammes de viande rouge dans la semaine. C'est classé par le Centre international de recherche contre le cancer comme probablement cancérogène pour l'homme. Donc, on n'est pas encore, comme on est sûr, on n'est pas encore sûr, mais c'est probablement cancérogène. Et pourquoi? Eh bien, parce que il y a dans la viande rouge, il y a du fer. Le fer, c'est bon pour la santé. Attention. Et donc, ce fer, c'est bon pour la santé, mais quand il est en excès, ça va générer un stress pour l'organisme et ça va conduire à la formation de composés cancérogènes qui vont aller abîmer notre ADN. Ça va créer des toxines qui vont aller abîmer notre ADN. De la même manière, le fait de faire des barbecues où il y a la flamme qui va cramer le gras de la viande, eh bien, ça va créer des composés cancérogènes aussi que nous allons ingérer par la suite. Donc, bon, on ne va pas se priver du barbecue le week-end. Ce qu'il faut retenir, c'est pas plus de 500 grammes dans la semaine. La charcuterie, alors autant la viande rouge, c'était considéré comme potentiellement cancérogène, autant la charcuterie, c'est classé comme cancérogène pour l'homme. Donc, ça, c'est pas plus de 150 grammes dans la semaine. Et faites attention, ça va très vite, hein, parce que c'est rempli d'additifs alimentaires comme des nitrites ou des nitrates. Donc, à choisir de la charcuterie, privilégier la mention sans nitrite, sans nitrate. Et donc, selon l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, manger plus de 50 grammes de charcuterie par jour, ça augmenterait de 18% les risques de cancer. Et au niveau de la viande blanche, non, au niveau de la viande blanche, c'est nos limites. Il faut manger équilibré. On ne mange rien en excès, d'accord? On reste équilibré au niveau de la viande blanche. Vous pouvez varier les protéines, que ce soit des protéines animales ou végétales. Vous pouvez très bien manger des protéines comme viande blanche, un petit peu de charcuterie, un peu aussi de viande rouge, mais c'est une question d'équilibrer. Prenez du poisson ou des légumineuses qui sont très riches en protéines. Tout ça, le but, c'est de manger varié et équilibré, tout en sachant que voilà, on lève le pied sur la viande rouge et la charcuterie si on est des gros consommateurs de ça. Est-ce que la viande séchée aussi, elle rentre en considération comme la charcuterie? Voilà, je suis désolée, il y a beaucoup de questions. On refera un point par la suite, mais malheureusement, on n'a qu'une heure pour finir, donc il me reste même pas un quart d'heure pour finir. Donc vraiment merci. Je vois que ça suscite beaucoup de questions, d'intérêt. Merci pour ces questions et on verra à la fin ces questions. Donc là, j'en profite. Je vois la différence entre charcuterie artisanale ou industrielle. Respectez les doses, 150 grammes dans la semaine. C'est sûr que c'est mieux de manger de la charcuterie artisanale que industrielle, mais respectez les 150 grammes dans la semaine. Autre chose où il faut limiter, ça va être tout ce qui est produit transformé. Ce qu'on entend par tout ce qui est les bonbons, les friandises, bon, ça s'entend, mais tout ce qui est aliments minutes, tels que les frites ou les hamburgers qu'on va réchauffer en 1 minute au four micro-ondes, tout ce qui est repas surgelés, c'est hyper pratique. 1-2 fois dans la semaine, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose du quotidien. Voilà, c'est quelque chose pour dépanner, mais voilà, il faut faire attention avec ces aliments transformés. Il y a des études qui montrent que si dans notre alimentation, on a 10% d'aliments transformés dans l'alimentation, ça augmente de 10% le risque de développer un cancer du sein. Alors là, voilà, ce sont des études qui montrent ça. Maintenant, on prend du recul. C'est pas parce que j'ai décidé de ne pas allaiter, que j'ai eu mes règles précoces, que j'ai 50 ans et que je suis en surpoids et que je mange des aliments transformés que je vais forcément avoir un cancer du sein. Non, on relativise, on prend du recul. Là, c'est une question de risque, d'accord? C'est ce qu'on peut faire au quotidien pour minimiser le risque. Et donc, maintenant qu'on a vu ce qu'il faut
plus ou moins éviter ou réduire dans notre quotidien, on va voir les facteurs protecteurs, ceux qu'on doit mettre dans notre quotidien pour faire mieux. Donc, quelle est la proportion d'adultes ne consommant pas assez de fruits, légumes, fibres et produits laitiers, à votre avis? Alors, n'hésitez pas, 2 adultes sur 6, 3 adultes sur 6, 4 adultes sur 6, à votre avis? Hop, je regarde. Indécis. Alors, je vous donne la réponse. Donc, effectivement, c'est 4 adultes sur 6 qui ne mangent pas suffisamment de fruits, de légumes et des fibres. Et pourtant, ce sont des facteurs protecteurs et pas seulement de cancer du sein. Hein. Là, je parle finalement pour une bonne santé globale. Il faut tendre vers une alimentation riche en fruits et en légumes, une alimentation riche en fibres, privilégier le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet, que des produits qui sont un peu plus raffinés. Il faut aussi manger des produits laitiers, faire de l'activité physique et booster son microbiote. On va revenir sur chacun de ces points. Donc, pour les légumes, bien sûr qu'il faut nos 5 portions par jour. Les plus protecteurs, eh bien, ils sont présentés ici. Donc, ce que vous pouvez essayer d'enrichir votre alimentation au quotidien, ça va être des fruits rouges qui vont être riches en polyphénol, qui sont des antioxydants, qui vont justement lutter contre ces toxines qui abîment notre ADN. Ça va être aussi dans les agrumes qui sont riches en vitamine C et autres composés bénéfiques comme des antioxydants finalement. Les brocolis, tout ça, ce sont des crucifères qui vont aussi libérer des antioxydants pour mieux combattre les toxines. Et la tomate qui, elle, a le lycopène. Le lycopène, c'est un antioxydant qui est très connu pour le cancer de la prostate. D'ailleurs, pour Movember, on conseille aux hommes de manger de la sauce tomate, tout ça pour minimiser le risque de cancer de la prostate. Et voilà, elles ont des fortes propriétés protectrices contre le cancer. Ce que l'on diminue, alors, une alimentation riche en fibres peut agir sur divers mécanismes impliqués dans le développement du cancer. Donc, le fait de manger riche en fibres, vous allez diminuer les concentrations d'hormones qui ont un rôle dans la prolifération cellulaire de tout ce qui est cancer. Donc, c'est bon de manger des éléments qui sont riches en fibres. Et ensuite, ça va participer aussi à nourrir notre microbiote. Notre microbiote, c'est tout plein de micro-organismes qui vivent en symbiose avec nous dans notre intestin et qui sont la première défense. Elles font partie intégrale du système immunitaire et elles font partie de la première défense vis-à-vis des agressions extérieures. Voilà, par exemple, la pollution ou ce qu'on va manger qui est trop gras, trop salé, trop sucré. Mais si on a un bon microbiote, on va pouvoir réduire l'impact de cette nourriture-là parce qu'elle forme une sorte de barrière dans notre intestin pour laisser passer que les molécules qui sont bonnes pour notre corps. Et donc, ça contribue aussi à la production de molécules anti-inflammatoires dans notre intestin. Donc, ça va avoir aussi des effets pour le cancer du sein, mais aussi pour le cancer colorectal. Là, on est on est direct dans les intestins, dans le côlon. Il y a un impact direct sur le cancer colorectal. Le calcium, alors le calcium aussi, c'est bon pour la santé, d'accord? J'allais dire à l'exception, mais non, c'est pas une exception. Mais pour les hommes, il ne faut pas boire plus de 1 litre de lait par jour ou pas plus de 6 yaourts par jour. En fait, il ne faut pas être dans l'excès pour les hommes. Parce qu'il a été montré que le calcium pour les hommes pouvait augmenter le cancer de la prostate. Mais de manière générale, le calcium, quand on en prend ces 2 portions par jour, eh bien, ça va avoir un effet de protection directe sur nos cellules. Ça va réduire la multiplication des cellules cancéreuses, ça va induire la mort des cellules cancéreuses. Le calcium va réguler en partie la production d'hormones parathyroïdes. Donc là, on est au niveau de la thyroïde qui vont, eux, intervenir dans la multiplication cellulaire. Donc, le calcium va freiner tout ça. Donc, il est important de consommer du calcium avec de la vitamine D en complément. Faites-vous des cures de vitamine D pour booster votre système immunitaire. C'est très important.
Voilà, le système immunitaire, pour bien fonctionner, il a besoin de vitamine D. Soit vous les prenez sous forme d'huile tous les jours, mais il faut être régulier et rigoureux. Ou alors, vous allez chez votre médecin généraliste, il vous prescrit une ordonnance de vitamine D sous forme d'ampoule que vous prenez une fois par mois pendant 3 mois et vous faites votre cure annuelle comme ça de vitamine D. Avec votre calcium, il va pouvoir consolider, enfin fixer le calcium dans les os déjà. Et puis la vitamine D, ça permet aussi de booster son système immunitaire pour que le système immunitaire, quand il se retrouve face à une cellule qui est devenue immortelle, qu'il ne la laisse pas passer, proliférer et qui la tue dès le départ. Donc c'est très important que toute sa vie, on ait cette cure de vitamine D pour avoir un système immunitaire qui est au top de sa forme. Ensuite, l'activité sportive. L'Organisation mondiale de la santé nous demande de faire 30 minutes par jour pour une vie plus saine. Et ça, il y a des effets aussi pour le cancer du sein. Tous les mouvements comptent. Donc, c'est soit 30 minutes par jour, soit 7000 pas. On ne vous demande pas d'aller courir pendant 30 minutes dans la colline tous les jours, mais c'est montrer que, voilà, si faire simplement de la marche, 30 minutes de marche, voilà, ça peut vous aider à minimiser le risque de cancer, d'apparition du cancer du sein. Dernier facteur protecteur, donc là, c'est le microbiote intestinal. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais le microbiote intestinal, je reprends, ça fait partie intégrante du système immunitaire. Le système immunitaire, on en a besoin pour lutter contre les agressions extérieures. Et donc, avoir un bon microbiote permet d'avoir moins de toxines qui entrent dans notre corps. Donc, c'est important de prendre soin de son microbiote. Comment? Eh bien, en mangeant beaucoup d'aliments qui sont riches en fibres. Haricots rouges, c'est l'aliment le plus riche en fibres. Pour 100 grammes d'haricots rouges, vous avez 25 grammes de fibres. Donc voilà, haricots rouges, lentilles, les salades, tout ça, tous les légumes sont riches en fibres. Donc voilà, n'hésitez pas pour avoir une microbiote au top de sa forme qui vous protégera de toute l'ingestion de ces toxines par la suite. Voici pour finir ce webinaire quelques mythes. Alors, boire du lait favorise le cancer du sein, ça vous l'avez vu que non. Hein. Néanmoins, attention pour les messieurs, pas plus de 1000 mg de calcium dans la journée, donc c'est l'équivalent de 6 yaourts ou d'un camembert ou d'un litre de lait. Pratiquer le jeûne permet de mieux supporter les chimiothérapies. Ça aussi, c'est faux. Se priver de manger, faire le jeûne, il y a des études qui ont montré même un effet délétère. Donc faites très attention, parlez-en du coup à votre gynécologue si vous êtes face à un cancer. Se priver de féculents permet de tuer les cellules cancéreuses. Ça aussi, c'est faux et c'est à la fois dangereux parce que les féculents, ils apportent de l'énergie que notre corps a besoin et donc s'en priver, ça va provoquer aussi un déséquilibre de notre organisme et on va perdre l'énergie pour combattre le cancer. Donc en règle générale, voilà. Est-ce qu'il existe des compléments alimentaires ou des aliments miracles anticancéreux? Bien sûr que non, il n'y a rien qui existe à ce jour. Mais oui, prendre des compléments alimentaires, c'est bénéfique au quotidien. Et manger plus de fruits, plus de légumes, voilà, c'est sûr que privilégier ces aliments-là, ça permet de réduire le risque. Donc, ce que je vous conseille, les gestes à adopter, c'est de tendre vers ces 5 portions par jour de fruits et légumes, vers ces légumineuses, ces légumes secs, tout ce qui est lentilles, haricots pour varier. Vous pouvez aussi prendre les fruits à coque et privilégier le fait maison pour éviter tout ce qui est aliments faits de dernière minute. Pour récapituler aussi, aller vers le blé complet, tout ce qui est pain complet, pâte complet, riz complet, tout ça c'est riche en fibres, c'est d'autant plus riche en fibres. Les produits laitiers, prenez vos 2 produits laitiers par jour. Du poisson gras et maigre, ça c'est bien aussi pour varier au niveau des protéines. Alors vous pouvez vous faire du saumon ou du thon, bien que ces gros poissons sont chargés en métaux lourds.
Donc, vous pouvez le faire une fois de temps en temps, mais après, vous pouvez vous choisir des petits poissons comme le maquereau, les sardines ou quoi qui sont riches en oméga 3 et en acides aminés essentiels pour varier votre alimentation. Bien sûr, privilégiez les aliments de saison. Si c'est locaux et c'est bio, ben, c'est mieux. Mais attention, hein, on a vu que des aliments qui sont locaux et bio, qui restent 15 jours sur l'étalage, eh ben, elles ont plus de vitamines comparé à un légume qui a été directement congelé. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Quoi qu'il en soit, allez vers les légumes. Et les huiles végétales aussi, colza, noix, olives, tous les jours en petite quantité parce que notre corps a aussi besoin de matières grasses pour fonctionner. Réduire l'alcool, il faut le tendre vers zéro. Les boissons sucrées et boissons sucrées, les produits sucrés et les boissons sucrées, ça aussi, il faut limiter les aliments. Donc justement, je viens de voir un commentaire, un point par rapport au sucre. Tous ces produits sucrés, il faut les limiter. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en consommer, hein, mais il ne faut pas que ça fasse partie de notre quotidien, comme la charcuterie, pas plus de 150 grammes par semaine, la viande, pas plus de 500 grammes par semaine. Et il y a quelque chose qui peut vous aider au supermarché, c'est ce Nutri-Score qui est de plus en plus souvent sur nos produits et qui vous permet de voir la qualité nutritive de l'aliment que l'on choisit. Je vois un point pour le soja. Le soja, c'est pas en excès. Le soja, c'est bien. Il y a des études, au niveau des études publiées, il y a des études scientifiques qui sont très controversées. Il y en a une qui disent que manger qui disent que manger du soja, ça augmente les risques, et d'autres qui disent que manger du soja, ça minimise les risques. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le soja, ça reste un sujet très controversé parce qu'il est rempli en phytoestrogènes, en fait. Et les femmes ménopausées, parfois, elles peuvent combler le manque d'hormones en mangeant beaucoup plus de soja. Le truc, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'excès. Il faut avoir une alimentation variée et équilibrée. Donc, manger du soja, oui, mais pas en excès. Et pour finir, donc les 5 points clés à retenir sur cette partie nutrition, c'est qu'il n'existe pas d'aliments miracles ou anti-cancer. Augmenter la consommation d'aliments protecteurs n'annule pas l'effet d'un facteur de risque. Ça, il faut bien l'avoir aussi en tête. Manger sain est synonyme de plaisir et de bien-être pour notre corps. Donc, il faut qu'on réussisse à faire en sorte que ça soit synonyme pour nous de plaisir et de bien-être. 4e point, il est important de prendre de bonnes habitudes alimentaires dès le plus jeune âge. Ben oui, ça s'entend parce que quand on a 40 ans, c'est quand même plus difficile de revoir ce qu'on mange au quotidien que si c'est inculqué dès le plus jeune âge. Et puis, pratiquer une activité physique régulière, ça peut être simplement de la marche. C'est bénéfique pour la santé et donc je vous encourage vraiment à prendre 2 minutes devant votre planning en disant ok, où est-ce que je peux me caler un peu de marche? Qu'est-ce que je peux faire en marchant à la place de prendre la voiture? Et ça peut vous apporter un bien-être mental et un bien-être physique et minimiser le risque de cancer du sein. Avez-vous des questions? Oui, vous en avez beaucoup, je vois. Donc maintenant, on va faire un point sur toutes les questions qui ont été posées. On a encore 10 minutes à rester ensemble. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, continuez à les poser. Et donc je refais un point. Alors, tac, je m'agrandis. Alors, que pensez-vous des Actimel, par exemple? Les Actimel, pareil, si ce n'est pas en excès, vous pouvez en manger. En plus, il y a des prébiotiques à l'intérieur qui permettent de prendre bien soin de son microbiote intestinal. Donc ça, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours pareil, pas en excès. Je reviens plus bas. Alors, pourquoi les femmes sont beaucoup plus impactées que les hommes pour le cancer du sein? Eh bien, parce que en fait, on a plus de cellules mammaires. C'est-à-dire que les hommes, ils ont aussi une glande mammaire, hein, mais elle est moins importante que les femmes. Les femmes, là, j'en parle pas dans celui-là parce qu'on fait une énorme partie sur la nutrition, mais en fait, les gros seins ne sont pas plus à risque que les petits seins. Ce ne va pas être une question de grosseur du sein, mais ça va être au niveau de la densité.
La densité, c'est plus vous avez de lobes, de canaux galactophores, et plus vous avez les seins denses. Et donc ça, les hommes, eh bien, ils n'en ont pas autant que les femmes. C'est pour ça que du coup, c'est quand même moins présent chez l'homme que chez la femme. Alors ensuite, nouvelle question. Alors, est-ce que l'alimentation diminue les risques? Ça, oui. Je vous l'ai dit que l'alimentation minimise les risques. Alors, il a été montré qu'il faut allaiter plus de 6 mois. Donc, il faut quand même réussir, mais plus de 6 mois, pas forcément avec un seul enfant. On peut faire 2 mois au premier, 4 mois au deuxième, voilà. Mais il faut un certain temps d'allaitement pour que ben, voilà, cette génération de cellules mammaires se produise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le traitement hormonal substitutif, donc le THS, est-il un facteur de risque pour le cancer du sein? Oui. Alors, bien sûr, quand vous êtes ménopausé, vous allez avoir tout plein de symptômes type bouffée de chaleur, inconfort, sécheresse. Enfin bon, il y a plein de choses qui se passent. Notre corps évolue quand on passe en ménopause. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. On fait même des webinaires sur ça pour que ce sujet de la ménopause ne soit plus tabou parce que on va tout y passer. Et donc, effectivement, il y a ce traitement-là qui permet de soulager les symptômes. Si vous êtes à risque, si vous avez des antécédents à la maison, le gynécologue ne vous le prescrira jamais parce qu'il le prend en compte. Par contre, si vous êtes une personne lambda sans risque particulier, là, vous avez le droit à avoir ce type de traitement. Si la maman a le cancer du sein, à quel âge la fille doit faire le nécessaire pour se faire dépister, sachant que la fille a 24 ans? Dès 24 ans, en fait, elle peut faire l'examen mammaire et puis ensuite, elle peut, dès 24 ans, prendre rendez-vous chez son gynécologue. De toute manière, une femme devrait prendre rendez-vous tous les ans chez son gynécologue. Et donc, à 24 ans, c'est l'âge parfait pour aller prendre des renseignements auprès de son gynécologue et que le gynécologue puisse faire aussi la palpation mammaire, l'examen visuel et tenir au courant de comment ça va se passer, particulièrement pour elle, le dépistage par la suite. Parce qu'elle n'attendra pas 45 ans, 40 ans avant de faire sa première mammographie. Elle va avoir à 30 ans des échographies à faire pour checker que tout va bien. Alors, y a-t-il un risque de cancer du sein si on a déjà eu un carcinome? Oui, malheureusement, si on a déjà eu un cancer du sein, on peut développer par la suite notre cancer du sein. Donc ça, je l'ai dit. Est-ce que les examens de biologie peuvent permettre de mettre en lumière une anomalie liée à un cancer du sein? Alors oui, il y a des marqueurs, mais cette prise de sang avec ces marqueurs liés au cancer du sein, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière systématique. Donc la première chose à faire, c'est l'échographie si on est jeune, la mammographie si on est moins jeune, ou s'il y a un risque de cancer du sein. Si nous avons des antécédents familiaux de cancer du sein, est-il possible de faire un test génétique dans le but de savoir si nous sommes porteurs du gène à risque? Alors, il n'y a que ceux qui ont des antécédents familiaux qui ont le droit de pouvoir faire ce test génétique en France et qui est remboursé par la Sécurité sociale. Bon, sinon, on n'a pas le droit on ne peut pas avoir accès. Il faut faire ces tests-là à l'étranger. Pour les personnes transsexuelles qui ont un traitement hormonal, peut être un risque. Oui, le traitement hormonal, quoi qu'il en soit, peut être également un risque, que ça soit qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. La mammographie est un examen extrêmement désagréable, voire douloureux pour les femmes. Alors, un petit conseil, quand vous allez faire votre mammographie, essayez de choper un rendez-vous qui est dans le bon timing par rapport à votre cycle menstruel. Si vous y allez alors que vous avez que c'est 2 jours avant vos règles ou pendant vos règles, forcément, ça va être beaucoup plus douloureux. Donc, faites-le dans une période, une semaine après les règles, c'est la période idéale
pour aller faire, pour déjà rendre la mammographie plus confortable. Est-ce que la médecine recherche un autre moyen de contrôle? Alors aujourd'hui, c'est les techniques qui sont employées. Alors peut-être que oui, effectivement, il y a peut-être d'autres manières de faire, mais qui aujourd'hui, on n'a pas encore assez de retours pour pouvoir les appliquer. Là, je les connais pas, mais le truc de l'examen classique, ça va être l'échographie, ça va être la mammographie. Et voir si, par exemple, ce kyste qu'on voit en échographie et qui aurait tendance à évoluer en fonction du temps, parce qu'on va le checker, ce kyste, eh bien, on va faire une biopsie, on va implanter une aiguille dans le kyste pour prélever un petit morceau de tissu pour analyser si c'est cancérigène ou pas, si c'est cancéreux ou pas. Mais pour l'instant, non, c'est mammographie à faire tous les 2 ans. Les mammographies doivent être faites tous les 2 ans à partir de 50 ans. Doivent être faites tous les ans à partir de 50 ans, tous les 2 ans. Donc, excusez-moi, les mammographies, elles doivent être faites tous les 2 ans, d'accord? Parce que c'est quand même des rayons X qu'on envoie. Donc, je comprends la question précédente en disant, il n'y a pas d'autres techniques aujourd'hui pour éviter d'avoir des rayons X. Mais il a été montré que l'équilibre bénéfice-risque, c'est que ça ne pose pas de problème de recevoir des rayons X tous les 2 ans à partir de 50 ans. Et donc là, ils vont voir si on peut avoir la même réflexion à partir de 45 ans. Donc non, la mammographie ne peut pas déclencher le cancer du sein. Ça, c'est, je le dis comme ça. Donc vous pouvez aller faire votre mammographie en toute sérénité. Parce qu'en plus, il y a même une étude dernièrement qui est sortie qui disait qu'on avait 30 à 40% de risque d'avoir un cancer en phase tardive si on ratait sa première mammographie. Donc, franchement, faites votre mammographie et faites votre suivi régulier chez le gynécologue, radiologue, etc. Alors, est-ce que j'ai encore d'autres questions? Chez les femmes présentant des antécédents familiaux à risque, un suivi annuel par mammographie ou échographie est généralement recommandé. Toutefois, cela ne soulève pas une protection en termes d'exposition répétée aux rayons X. Ben ça, c'est toujours la même histoire avec ces rayons X. Le mieux, c'est les rayons X, c'est de les faire tous les 2 ans. Et après, vous pouvez intercaler avec l'échographie aussi, qui permet d'avoir un diagnostic plus approfondi. Alors, je crois... Alors, j'ai peut-être raté des questions au début. Tac, pourriez-vous... Non, tac. Alors oui, une question intéressante. Est-ce que la mastectomie préventive, ce que Angelina Jolie a fait, protège complètement et définitivement le cancer du sein? Alors, il y a des études qui ont montré que ça réduit seulement de 20% le risque. Donc, c'est quand même faire un grand pas. Enfin, c'est quand même une opération lourde à faire pour seulement 20% de risque, 20% de risque en moins. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai répondu. J'ai une question. Moi, je n'ai pas de surcharge pondérale, mais j'ai du mauvais cholestérol. C'est un facteur de risque. Alors non, ça ne sera pas un facteur de risque pour le cancer du sein. Néanmoins, cholestérol, si vous abîmez vos vaisseaux sanguins avec le cholestérol, ça peut vous enclencher. Enfin, vous êtes plus à risque pour les maladies cardiovasculaires. Donc, il faut faire d'autant plus attention. Mais ça, c'est pas pour le cancer du sein, c'est pour sa bonne santé, sa santé globale, quoi, pour son bien-être général à l'alimentation, pour minimiser ce taux de cholestérol dans le sang. Peut-on continuer d'allaiter avec un cancer du sein? Y a-t-il un risque de contamination du lait pour le bébé? Est-ce que le stérilet en cuivre augmente aussi le cancer du sein? Alors, le stérilet en cuivre, il n'augmente pas le risque de cancer du sein. Mais ça ne reste pas anodin parce que le cuivre, ça va créer une inflammation dans l'utérus. Donc, il faut le savoir, on crée une inflammation dans l'utérus pour pas que la petite ovule fécondée puisse se nicher dans l'utérus. Donc ça, il y a quand même un impact sur le corps de la femme. C'est pour ça, messieurs,
quand vous avez, voilà, si vous avez fait votre BI 40-50 ans, petite vasectomie, une vasectomie, excusez-moi, ça permet, c'est pas douloureux, c'est facile à faire et ça permet à vos femmes d'arrêter de prendre ce type de contraception. Alors après, là, vous me posez une colle sur est-ce qu'on peut continuer d'allaiter avec un cancer du sein. Je pense que quand on est enceinte, qu'on a diagnostiqué un cancer du sein, on va jusqu'au terme sans prendre un quelconque traitement. Et quand le bébé il est sorti de la maman, là, elle fait de la chimio pour combattre le cancer du sein. Et donc, il n'y a pas d'allaitement possible. Parce que la maman, elle prend des produits chimiques pour combattre son cancer du sein. Donc, il n'y a pas d'allaitement, il n'y a pas de contamination de lait pour le bébé. Enfin, voilà, on ne donne pas le bébé... voilà, on ne peut pas allaiter son enfant si on a un cancer du sein. Vous nous conseillez donc des moyens de contraception non hormonale comme le stérilet, non hormonal ou autre chose. Ben, en fait, chacune va avoir son moyen de contraception. Ce n'est pas parce que vous prenez un stérilet hormonal ou non hormonal, c'est pas parce que vous prenez un stérilet hormonal que vous allez forcément avoir un cancer du sein. C'est juste que ça augmente le risque. C'est sûr que le mieux, ça va être à choisir, ça va être un stérilet non hormonal, parce qu'on enlève cette partie des hormones. Mais finalement, le mieux, c'est la vasectomie, comme dit un commentaire. Alors oui, alors là, il y a Alix qui nous parle que mieux que la vasectomie, il y a la connaissance de son cycle. Faites très attention. Si vous faites ça, c'est que vous acceptez le risque de grossesse. Donc, effectivement, enfin, j'ai pour témoignage une de mes copines proches qui a utilisé cette connaissance de son cycle quand elle ovulait, elle ne faisait pas de rapport sexuel. Et finalement, c'est l'heureuse maman de 3 enfants. Elle les aime, hein, mais je veux dire, il faut faire très attention avec cette technique douce parce que, bon, ben voilà, parce que parfois, ça peut complètement ne pas marcher du tout. Donc, voilà pour l'aspect naturel de la contraception naturelle, quoi. Faites très attention. Voilà, écoutez, merci pour votre participation. Vous avez été nombreuses à poser des questions. J'espère avoir répondu à vos questions. Là, je vois une autre question que j'avais ratée. Est-ce prouvé que les produits décoloration de cheveux sont aussi des facteurs de risque pour le cancer du sein? Non, j'en ai pas entendu parler. J'en ai pas entendu parler. Je check ça. Non, les produits. Là, je ne saurais pas vous répondre. J'en ai pas entendu. J'ai pas lu d'article scientifique ou quoi que ce soit sur les produits capillaires qui pourraient nous introduire, enfin nous augmenter le risque de cancer du sein. Voilà pour les questions. J'essaie de vous retrouver. Voilà, super. Je vous ai là. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre participation. J'espère que vous avez eu tout plein de tips durant ce webinaire pour prendre votre santé en main et pour minimiser le risque de cancer du sein. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci.